l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Allô ma belle petite échalote savoureuse, j'espère que tu vas bien et c'est Vincent. Et si tu as remarqué, on a une nouvelle petite chanson, un nouveau petit jingle qui a été fait par notre ami Antoine Gérin-Lajoie, Antoine Toon GL. Si vous voulez en savoir davantage, je placerai un lien pour sa page SoundCloud dans la description de cette vidéo-là. Et aussi, comme tu peux le remarquer, on est encore une fois dans un épisode de Parle, Jase. Et oui, ce n'est pas un épisode qui est vidéo, donc oui, on place le truc sur YouTube, mais il n'y aura pas d'image. Ben, il va y avoir une image, mais il n'y aura pas de vidéo, quoi que ce soit. Et si tu veux obtenir la version audio podcast balado, eh bien, il y aura un lien dans la description. Alors, n'hésite pas si tu préfères écouter ça en voiture pendant ton travail ou simplement en marchant jusqu'au métro. Donc, tu pourras aller le chercher là-dessus. Et aujourd'hui, eh bien, je suis en compagnie d'un invité très spécial que j'apprécie beaucoup son travail d'ailleurs sur YouTube. Et c'est notre ami Simon du Passe-Temps. Alors, bonjour Simon, j'espère que tu vas bien. Ça va grave bien, salut camarades de la chose ludique. Là ça marche, là c'est pertinent. Oui, exactement. Donc, merci Simon. Puis, écoute, dans le fond, je commence tout de suite. Moi, je te connais énormément devant la caméra, souvent accoutré d'un habit ou d'une mise en scène ou encore même, bon, en donnant ton opinion sur différents sujets. Mais pourrais-tu nous en dire davantage sur Simon derrière la caméra? Qui es-tu? As-tu une formation quelconque? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh ben écoute, moi je suis un vendeur, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui suis passionné de jeux, qui un jour, je cherchais du travail, je suis passé devant un magasin, il y avait un panneau « On recrute quelqu'un » et j'ai débarqué et j'ai commencé à travailler là, c'était il y a 12 ou 13 ans maintenant, c'était il y a 12 ans. Maintenant que j'ai commencé à faire ça. Et donc petit à petit, j'ai commencé à vendre des jeux et à voir tous les jeux qui arrivaient, à jouer à des choses. Et ça fait maintenant 12 ans que je joue à énormément de choses. Et comme je suis quelqu'un qui essaie d'être le plus communicatif possible, parce que je pense que foncièrement je suis comme ça, et que mon métier me pousse à ça aussi, bah du coup, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus exactement, on a monté une chaîne YouTube pour parler de jeux, à travers l'activité de notre magasin, c'est-à-dire que c'était d'expliquer un peu le boulot qu'on faisait au magasin, tout ça. Et depuis, ça a pris pas mal d'ampleur, on est pas mal suivis, alors qu'on ne s'attendait pas forcément à ça. Et moi là-dedans, bah, je suis un peu, comment dire, je suis un peu le mastermind de tout ça, de qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui serait bien, ça serait bien de faire une vidéo là-dessus. Et en plus de mon activité de vendeur, au jour le jour. Voilà un peu qui je suis, Ben, professionnellement. génial. Puis toi, justement, on recule là 12 ans. Qu'est-ce qui t'a amené au jeu de société? Pourquoi tu t'es arrêté dans cette boutique-là? Quel était ton jeu qui t'a amené vers cette passion-là? En fait, comme tout le monde à cette époque-là, parce que faut voir que dans les années 80-90 dans lesquelles j'ai grandi, bah, les jeux c'était pas trop ça. Non, On en était effet. tous, on était tous bercés avec des Monopoly, des Cluedo, que j'ai appelé le clou, je crois, de Mhm. votre côté, des trucs comme ça. Et un jour, je débarque chez des gens qui sont venus au passe-temps et qui ont acheté les colons de Catane. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? On fait une partie et je trouve ça extraordinaire. Et très vite, je pense que en un an, j'ai dû faire 200 parties des colons de Catane. C'est-à-dire qu'on pouvait Oh, faire six wow. parties on pouvait faire 6 parties dans la même nuit. On faisait que ça. On arrêtait quand il faisait jour. Enfin, c'était terrible. Et je jouais énormément à ça pendant un bon bout de temps, mais c'est assez monomaniaque. Évidemment, comme tout le monde, je fais des loups-garous, genre un truc là avec des potes. Je vais à la fac, etc. J'oublie un peu les jeux de société après ces années de Catane. Et puis un jour, pareil, pof, tu retombes sur quelqu'un qui te dit oh, j'ai acheté ce truc, ça s'appelle les Chevaliers de la Table Ronde. Quoi? Mais qu'est-ce que. Ah, mais il y a des figurines et tout, mais qu'est-ce que c'est? Il y a 27 pages de règles, on va jamais y arriver. Et tu joues à ça, tu reprends une claque, et tu te dis non, en fait, j'avais un peu oublié depuis un an, mais c'est vrai que en fait, les jeux, c'est un truc que je kiffe. Grave, voilà, en fait, c'est une passion, il faut que j'exploite ça. Et donc, j'allais au passe-temps
parce on peut jouer au passe-temps. J'allais avec un ami pour jouer là-bas. J'y allais pour jouer à Mr. Jack. Et c'est en passant devant, il y avait un panneau, on cherche quelqu'un. Moi j'étais juste venu pour jouer à Mr. Jack et puis je suis arrivé là. Wow. Voilà un peu le parcours de la chose. Et donc quand tu débarques là, évidemment il y a 500 jeux devant toi. Moi dans ma vie, allez, j'avais joué à 50 jeux à tout casser. Le poste, je pense, était assez convoité aussi par des gens qui maîtrisaient à donf les jeux. Et Bruno s'est dit, mon patron, le patron du passe-temps, s'est dit, bon, est-ce que je veux un petit jeune qui n'en veut, qui connaît 50 jeux mais qui est prêt à dévorer le monde ou autre chose. Et j'ai eu le poste et depuis, bah, je crois qu'il n'a pas trouvé à le regretter, moi non plus d'ailleurs. Non, en effet, être 12 ans au même endroit comme ça, ça prend du dévouement, là, puis surtout, Ouais. à un moment donné, tu crées une certaine fidélité puis loyauté envers l'endroit où tu travailles. Là. Mhm. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. Après, alors c'est 12 ans, c'est super long en fait quand tu te dis ça. Un jour, je me suis réveillé, j'avais 33 ans et je me suis dit, ça fait 11 ans que je bosse au même endroit. J'ai passé un tiers de ma vie à faire ça. Mais enfin, en même temps, c'était chouette. Faut voir c'est un tout petit magasin, je veux dire, on est 3-4 quoi, c'est hyper familial et j'ai la chance de bosser avec des gens extraordinaires. Donc c'est vrai que tous les matins, je me réveille en me disant, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre dans ma vie? Je me dis, mais attends, mais ça me rend sacrément heureux, j'ai pas spécialement de raison d'en changer. Et y a pas, voilà, donc ça, pourvu que ça dure. Oui, exactement. Puis justement, peut-être que toi, tu connais cette histoire. Pourquoi l'idée, pourquoi le nom, le passe-temps? Pourquoi pas un autre nom plutôt que d'autres choses? Est-ce que tu Eh ben, as une idée? Eh ben écoute, je ne sais pas. Voilà, ça Ah, ok. il faudrait avoir Bruno sous la main et lui dire alors le passe-temps. Je crois qu'il voulait mettre ce côté loisir, c'était un lieu dans lequel on allait jouer et c'était on va au passe-temps, on va au hobby, on va à l'activité, je sais pas, un truc du genre. C'est pas un nom révolutionnaire, c'est un nom comme autre chose. On s'y attache de par le fait, mais c'est pas le nom le plus punchy de la terre, je te l'accorde. Ben non, mais en même temps, écoute, ça concorde bien, je trouve. Ouais, Tout à l'heure, on nous le répète tous les jours que en fait ça colle bien, le passe-temps. Me dit oh on y passerait des heures. Bah ouais, en même temps regardez comment ça s'appelle. exactement, c'est ça. Tantôt, tu disais que tu étais allé à la fac. Est-ce que c'est en quoi tu as étudié, hein, si je peux... Je suis allé faire une fac d'anglais. Alors c'était très sympa la fac d'anglais, j'adorais faire de l'anglais, j'ai fait ma première année de fac d'anglais, c'était très sympa. Et je suis arrivé en deuxième année de fac d'anglais. Écoute, j'ai fait les 2 premières heures de cours, qui étaient un cours de 2 heures, et je suis sorti de là en me disant, non, c'est pas fait pour moi, il faut absolument que j'arrête immédiatement. Donc j'ai fait 1 an de fac d'anglais et 2 heures de cours. Et c'était vraiment l'épiphanie, quoi. C'était non, Simon, il faut que tu arrêtes. Ça fait 20 ans que tu essayes de faire de l'école et ça ne t'intéresse pas. Et si déjà, à la première heure de cours, tu as un niveau de ras-le-bol total, faut pas t'acharner là-dedans toute la vie. Et j'aurais pu m'acharner dans des études, finir à faire prof d'anglais, certainement, et à m'acharner là-dessus. J'ai préféré ne pas perdre mon temps et ne pas faire perdre mon temps aussi aux autres et me dire allez, c'est parti, allons travailler plutôt que de végéter. Voilà, exactement. Puis, est-ce que vous êtes beaucoup d'employés au passe-temps? Est-ce que tu voudrais me Alors, parler un petit peu justement des collègues, des employés que tu côtoies? Alors, Bastan, on est 4. Il y a le big boss, Bruno. Alors, c'est la personne cachée en fait du passe-temps. C'est-à-dire que nous, on a une chaîne YouTube. On se met vachement en avant, que ce soit avec Baptiste, avec Lola. Mais en fait, on voit pas le boulot que peut faire Bruno. Bruno, c'est le gestionnaire du magasin. C'est-à-dire, c'est lui qui fait toutes les commandes, qui décide, ok, on va acheter ça, on va acheter ça. C'est lui qui est en relation avec les éditeurs pour discuter de qu'est-ce qui va sortir, comment on pourra arriver à travailler intelligemment ensemble. Il y a moi, voilà, moi je suis le vendeur, je suis l'organisateur de tas de trucs, c'est-à-dire que moi je suis le lanceur de projets, je suis un peu l'animateur du magasin. Il y a Baptiste, c'est l'homme le plus efficace de la Terre, c'est-à-dire qu'on lui dit Baptiste, il y a une commande à envoyer, je sais pas si j'aurai le temps, parce que moi il va falloir 2 heures. Et bien 5 minutes après, lui il a tout préparé. C'est quelqu'un de redoutablement efficace dans tout un tas de trucs. Et puis il y a la troisième de l'équipe qui était Lola, parce qu'elle nous a quittés, parce que un boulot de vendeur c'est sympa, mais à un moment on a légitimement le droit de se dire je crois que j'ai fait le tour du boulot,
Moins de 12 ans, c'est pas mon cas, mais je conçois tout à fait que ce soit le cas d'autres. Donc Lola, et c'était toujours, ça le restera, notre super vendeuse. C'est un peu la star de l'équipe. Lola, c'est la passionnée de jeu qui renseigne tout le monde et qui accueille les gens avec joie et plaisir au magasin, qui sera, mais à partir de demain, il y a quelqu'un d'autre qui arrive à son poste qui s'appelle Rachel, qui est une meuf fabuleuse, que je connais de par les associations de jeux, qui est quelqu'un avec qui je m'éclate à jouer depuis des années, et je suis ravi que Rachel intègre notre équipe. Puis, Voilà. oui, excuse, continue. Non, non, voilà Ok. l'équipe. On est quatre, le chef, l'organisateur, le vendeur et le préparateur de commandes efficaces, quoi, tout ça. Voilà, voilà. Ah, mais c'est super ça. Donc, est-ce que les trois employés, c'est-à-dire Baptiste puis Bruno, bon, Bruno c'est celui qui a créé le passe-temps, mais est-ce que Baptiste est là depuis aussi longtemps que toi? Baptiste est là depuis 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Et Rachel est là depuis demain. Très exactement. Puis, écoute, petite question en fait, ça fait quand même très longtemps et en fait, quelles seraient les plus grandes qualités ou la plus grande qualité selon toi en tant que vendeur ou employé dans une boutique? Alors, deux trucs, je pense, assez primordiaux. La première chose, c'est d'avoir de l'empathie. C'est-à-dire que si tu veux vendre un jeu à quelqu'un, enfin, tu veux vendre un jeu, tu veux lui vendre le bon jeu, euh, il faut que tu comprennes la personne que tu as en face de toi. C'est-à-dire que quand quelqu'un va te dire bonjour, je cherche un jeu à deux, eh ben, tu peux regarder 10 personnes qui vont te dire exactement la même chose. Bonjour, je veux un jeu à deux. De la façon dont elle est, de la façon dont elle te parle, dont elle se comporte, tu vas déjà déduire des choses. En fait, le but, c'est de comprendre ce que veut la personne. En fait, le challenge de vendre un jeu, il n'est pas tellement important. Le challenge, c'est surtout de comprendre la personne que tu as en face de toi. Et ça, je pense que c'est la première qualité qu'il faut avoir si tu veux faire de la vente. C'est comprendre les gens à qui tu parles. La deuxième qualité, c'est savoir s'organiser. C'est un truc. Si tu veux tenir un magasin, il faut que tu saches, surtout dans une toute petite boutique, que tu vas avoir 12 milliards de choses différentes à gérer. À la différence de quand tu bosses dans une grande structure où tu as un responsable de ceci, un responsable de cela. Quand tu es dans un petit magasin, tu dois savoir toucher à tout, donc il faut savoir t'organiser. Voilà. Je pense que Parfait. l'organisation et l'empathie, c'est les deux trucs à avoir. Puis justement, de l'autre côté de la médaille, quel serait le pire ou les pires défauts qu'un vendeur pourrait avoir? Le pire défaut qu'un vendeur pourrait avoir, moi le pire truc que je déteste dans un magasin, c'est le vendeur qui sait tout. C'est le mec qui sait tout et en fait qui ne se met pas à ton service. C'est-à-dire que quand tu es dans un magasin, tu es là pour être au service des gens. Des fois, t'as peut-être pas envie ou quoi ou autre, mais c'est la base du métier. Tu rends service à des gens. Et à partir du moment où tu considères que c'est les gens qui viennent vers toi, c'est perdu. C'est-à-dire tu peux pas, tu peux pas faire ça. Les gens qui te prennent de haut, qui te jugent un peu. Donc tu dois toujours parler à quelqu'un qui te demande un Monopoly de la même façon qu'à quelqu'un qui te demande le dernier jeu de Stefan Feld. Toi, tu es là pour t'adapter à la personne qui est en face de toi. Le pire défaut, ça serait de ne pas s'adapter aux gens à qui tu parles. Ok, parfait. Donc, puis justement, donc pour toi, nécessairement, t'as pas besoin absolument qu'une personne quitte avec une nouvelle boîte dans les mains, là, si je comprends bien. Alors, moi je suis vendeur. Mon but c'est que les gens m'achètent des jeux. Ça, Ouais. c'est la base. C'est-à-dire que moi je suis un magasin, ben un magasin, je suis là pour vendre. C'est la base du truc. Maintenant, tu peux avoir plusieurs façons d'envisager la chose. C'est-à-dire que tu peux le prendre au pied de la lettre et te dire, chaque jour, ton but, c'est que les gens te lâchent plus d'argent, et voir ça par le côté très primaire de la chose. Après, tu peux le prendre avec un peu plus de dégagement. C'est-à-dire que moi je considère qu'il vaut mieux qu'un jour quelqu'un t'achète pas un jeu parce qu'il n'y avait rien qui lui convenait ou quoi ou autre, plutôt que de lui faire acheter un jeu auquel il va pas s'amuser et d'avoir une sensation de le mec a voulu me refourguer quelque chose. Ça c'est une sensation que j'ai pas envie d'avoir. Tu vois, moi j'ai envie de parler à mes clients comme je parlerais avec mes amis. C'est-à-dire que quand un ami va me demander un jeu, j'ai le même discours avec lui que quand quelqu'un dans le magasin va me demander un jeu. C'est la même attitude que je vais avoir. Partant de là, mon but c'est que les gens se sentent bien, qu'ils aient envie de revenir m'acheter un jeu, que ça leur fasse plaisir de s'acheter un jeu et de m'acheter un jeu. Que ce soit un peu donnant-donnant quoi. Mais
je vais pas chercher à te fourguer le jeu, l'extension, les protège-cartes qui vont avec. On nous le reproche souvent. Il y a des gens qui me disent ah, vous m'avez pas vendu les protège-cartes qu'elle avec. C'est quelque chose que j'aime pas faire. J'aime pas faire de la survente. Je me sens pas à l'aise avec ça. Alors que d'autres se sentiront très bien à l'aise avec ça. Moi, c'est moins mon truc. Après. Ok. Puis, justement, est-ce que tu aurais des petites anecdotes qui te sont arrivées, tu sais, une anecdote positive, mémorable, ou encore, de l'autre côté, une anecdote qui était un petit peu, qui t'a chicoté, ou quelque chose comme ça que tu pourrais nous raconter? Il y a plein de trucs. Moi, un de mes trucs. Alors, j'ai une page Facebook que j'ai plus activée depuis des années sur laquelle les gens peuvent aller fouiller. Ça s'appelait Le Vendeur de Jeux. Et chaque fois que les gens me disaient des conneries, je répertoriais les conneries que me disaient les gens dessus. Il doit y avoir une bonne centaine de posts avec les conneries que me racontaient les gens. C'est juste des phrases. Que me disaient les gens. C'était de l'ordre de. Alors, je sais pas. Soit je vous achète Battlestar Galactica, soit je répare ma voiture. C'est-à-dire, mais répare ta voiture, garçon, évidemment. Qu'est-ce que tu vas réfléchir entre ça? Un de mes trucs préférés, c'était une petite vieille dame qui vient avec sa fille. Je les vois se balader dans le magasin, attraper une boîte et dire oh ouais, super, ça a l'air top. Elles viennent vers moi, elles me tendent Mystère à l'abbaye. Elle me regarde et dit est-ce que vous auriez le même à la synagogue? Putain, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial qu'ils disent oh, ouais, mais abbaye, non, mais vraiment, s'il y avait la synagogue, je prendrais quoi. J'ai trouvé ça fabuleux. Après, alors, on a la chance, et je pense que toutes les personnes qui bossent dans le monde du jeu diront ça. Je pense, on a la chance d'être assez protégé. C'est-à-dire que j'ai pas de clients relous. J'en ai rarement eu. Je peux les compter sur le doigt d'une main. Mais il y a des gens très désagréables, des fois, qui arrivent et qui te. Des gens qui te prennent de haut. Il y a une des personnes de Toulouse là, qui bosse dans une ludothèque, qui débarque un jour et qui me dit je sais pas si moi j'achète mes jeux sur internet, je sais pas si je suis prêt à vous acheter des jeux, je sais pas, faites-moi une liste de tous les deck building que vous connaissez et je vous dirai du coup si j'ai envie de vous acheter des jeux ou pas. Et là t'as juste envie de le mettre dehors, le type, c'est l'horreur quoi. De dire écoute, je te fais passer une évaluation pour savoir si tu es apte à ce que je t'achète des jeux. Ça cet aspect-là, les gens qui me prennent de haut, ça c'est affreux. Je déteste ça. Ouais, ben je pense que c'est quelque chose qui est normal aussi dans la vie de tous les jours, là, mais en tant que vendeur aussi, c'est que bon, faut que tu gères le côté service à la clientèle, puis aussi faut que tu gères le côté personnel de toi-même, c'est-à-dire en québécois on dit tu manges tes bas, là, donc t'es... Non, on dit pas ça, donc c'est pas mal, c'est sympa. Ouais, c'est ça. Mais justement, parlant des boutiques en ligne, comment est-ce que vous voyez ça, cette perspective-là? C'est sûr que vous autres, vous êtes boutique qu'on appelle pignon sur rue, c'est-à-dire vous avez votre localisation physique. Est-ce que vous voyez les boutiques en ligne comme étant une compétition directe à votre succès financier? Certainement, oui. Après, il faut voir que les choses ont pas mal évolué. Il y a encore de ça 10-15 ans, si tu veux, les gens achetaient tous leurs jeux encore dans les magasins de jeux. Après est arrivé en France des gens comme Philibert qui disposaient de tous les jeux et qui avaient du coup des tarifs qui étaient plus attractifs que les nôtres. Donc à cette période-là, les magasins physiques tels que nous, on a commencé à perdre pas mal de cette clientèle-là, de la clientèle de gros joueurs, si tu veux. Après, il a fallu donc qu'on se reconstitue une clientèle qui, du coup, de nos jours, a dérivé plus sur une clientèle plus familiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes le top des ventes des jeux en France, ça va être du Blanc Manger Coco, du Mytho, du Codenames, du Double, du Time Bomb, du The Mind. Ces jeux-là, les gens qui l'achètent ne sont pas... c'est des gens qui veulent faire un cadeau l'après-midi, qui veulent jouer entre le soir. C'est pas des gens qui vont utiliser nécessairement les services de Philibert et qui s'en foutent d'économiser 1€ sur The Mind, ils ont juste envie d'être en vide et d'acheter un truc à ce moment-là. En fait, on pensait il y a 10-12 ans que tout ça, ça allait finir par tuer les magasins. En fait, non. Le fait de l'ouverture du monde du jeu, le fait qu'il y ait de plus en plus de joueurs et donc de consommateurs, a fait que les boutiques ont réussi à trouver leur public. Il y a aussi une chose, c'est que, notamment sur le marché français, très vite, des gens comme Asmodée ou aujourd'hui Gigamic ou d'autres se sont dit, ont regardé du côté allemand et se sont dit, voilà, est-ce qu'on a à gagner à être dans une compétition des prix féroces ?
Est-ce qu'un marché parfaitement dérégulé ou un jeu qui gagne le Spiel des Jahres, est-ce que ça nous intéresse de le voir se vendre à la moitié de son prix le lendemain? Et donc des gens comme Asmodée et d'autres ont commencé à tenir les prix. C'est-à-dire à dire, voilà, dans nos conditions commerciales, on vous impose de ne pas vendre les jeux à moins de 10% de leur prix public. Gigamic aujourd'hui, les gens qui en France vendent le 6 qui prend, le Mytho, Bazar Bizarre, enfin des trucs un peu locomotives quoi, ils imposent à tous les vendeurs de les vendre à prix public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu es en France, tu veux acheter un 6 qui prend, ça coûte 14 euros. Si tu t'appelles Amazon, que tu vas le vendre à un autre prix ou quoi, très vite, ils vont te changer tes tarifs et tu vas l'acheter à un prix rédhibitoire qui fait que tu pourras plus le vendre en fait. Donc il faut voir que le fait que les éditeurs aient tenu les prix, ça a permis aux boutiques de ne pas avoir une concurrence féroce qui les affaiblit trop, et ça nous a aussi permis de tenir. Enfin, c'est ça. Ah, ok, c'est intéressant quand même. Puis vous démarquez énormément justement grâce à la chaîne qui connaît un très très grand succès. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a amené l'équipe du passe-temps de créer cette chaîne YouTube? Alors, historiquement, moi je travaille dans une rue qui s'appelle la rue des Lois et qui, un jour de Noël, était en travaux. C'est-à-dire que là, t'as des marteaux-piqueurs dans la rue, t'as des bétonnières, et en fait, c'est Noël, ton magasin est censé être rempli de monde, et là tu te dis, il y a personne, il pleut, oh là là, on va couler. Il faut voir que moi, on a un magasin qui est donc à Toulouse, c'est sans doute le magasin de France dans lequel il y a le plus de magasins de jeux. C'est-à-dire que si tu es place du Capitole, qui est la place centrale de Toulouse, tu te dis, tiens, je veux acheter un Codenames. Tu as à 300 mètres à vol d'oiseau 7 ou 8 endroits dans lesquels tu peux acheter un Codenames. Très facilement. Wow. Ouais, c'est assez fou. C'est assez fou. Et nos concurrents ont tendance à se rapprocher de la zone dans laquelle nous on est situé. Parce que comme c'est assez connu dans les villes, des fois tu as une rue dans laquelle tu as les libraires, une rue dans laquelle tu as les disquaires. À Toulouse, il y a un quartier dans lequel il y a pas mal de magasins de jeux. Donc partant de là, il faut te démarquer. Il faut dire, tiens, c'est quoi ma spécificité? Aujourd'hui, notre spécificité en tant que magasin de jeux, c'est qu'on a beaucoup de références. Et que les jeux, on essaie de les connaître du mieux qu'on peut. Maintenant, il faut que les gens viennent au magasin et ne s'arrêtent pas au premier magasin qui croise sur la rue. Donc très vite, on se dit, ce jour-là, qu'un jour de pluie, Bruno dit, Simon, je sors la caméra et je te filme en train de faire le tour du magasin, on met ça sur YouTube ou sur Facebook et les gens verront cette vidéo, ça leur donnera envie peut-être de venir au magasin. Et donc on commence à filmer ça. Très sincèrement, le jour où on filme ça, moi je pense que ça fera 40 vues, que ma famille le verra et encore, parce que les jeux ça les intéresse pas des caisses, que voilà, c'est vraiment, je pense que ça va être parfaitement anecdotique. Sauf qu'en fait, beaucoup de gens tombent dessus, les gens disent c'était sympa, et donc très vite on se dit on va faire le cœur de ce que je pense à notre boulot. On va dire, on va faire une vidéo on parle de nos jeux préférés pour que les gens nous connaissent. Pour que les gens se disent, en venant au magasin, ils disent, ah, lui c'est Simon, il aime ça, elle c'est Lola, elle aime ça, et lui c'est Baptiste, il aime ça. Et du coup, ça serait malin parce que quand on va au magasin, on va plus s'identifier à l'un ou à l'autre, donc on va aller voir ces gens-là. Et donc on fait une vidéo de nos jeux préférés, et là, le truc s'enflamme, ça fait des vues. Du coup, on se dit, allez, on y va, on se lance là-dedans, c'est parti. Mais c'était vraiment parce qu'il pleuvait un jour de Noël qu'on a fait ça, quoi. C'est une très très belle anecdote. C'est vraiment cool, hein? Comme très spontanément là, comme ça, ça sort un peu de l'ordinaire, puis finalement, ça fait effet boule de neige comme tu dis. Qu'est-ce que tu penses qui a fait en sorte que les gens se sont attardés à écouter? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez obtenu beaucoup de visionnements comme ça? Première chose, on était les seuls. C'est-à-dire que tu prends YouTube il y a 2-3 ans, des gens qui font du jeu, il y en a très peu. C'est-à-dire, on est une dizaine, quoi. Il y a historiquement, il y a Yann Dreff qui fait des vidéos règles, mais c'est tout. Ou après, tu vas fouiller du côté de Dice Tower, tu as beaucoup de choses en anglais. On a une spécificité, il y a Ludovox qui faisait ça, on a une spécificité, ou Trick Track, mais qui font pas du YouTube particulier, enfin qui en faisaient pas à l'époque. C'est que nous, on n'explique pas les jeux. C'est-à-dire que je fais pas des vidéos dans lesquelles j'ouvre la boîte et je dis voilà, ça marche comme ça, en phase 2, piocher 3 cartes, lancer un dé, avancer de 4 cases, marquer 40 de points, si ça. Non. Nous, on va dire, dans ce jeu, il se passe ça, et ça vous plaira si vous aimez ça, ou si vous aimez qu'il se passe ça dans les jeux, ça ne vous plaira pas si par contre vous êtes plutôt comme ça ou comme ça.
En fait, on donne notre avis. Et des gens qui donnent leur avis, bah, il n'y en avait pas. Après, on a aussi trois façons d'être et de se comporter différentes, que ce soit Lola, Baptiste ou moi. Donc ça aussi, ça y joue. On est sur YouTube, donc il faut qu'il y ait une personnification. Je pense que la meilleure chose que tu puisses faire sur YouTube, c'est d'être un personnage, pour que les gens s'identifient et comprennent ton point de vue. Donc c'est cette personnification, le fait que personne ne le fasse d'autre, et puis on a bossé pour quoi. Alors c'est ce que c'est, hein. On fait ça un peu avec, on bidouille, hein. Moi que ce soit Baptiste ou moi, c'est nous qui faisons beaucoup ça. C'est beaucoup de traficotage, de ok, t'as vu cette fonctionnalité dans Première, on pourrait faire ça, on pourrait mettre telle image, mais on a toujours essayé que la vidéo d'après soit meilleure que la précédente, et ça a été assez apprécié. Donc le vide, le fait qu'on bosse et le fait qu'on soit une équipe qui s'entende bien et qui ait des avis assez différents. Ben, définitivement, quand tu regardes, quand moi j'ai écouté votre vidéo justement sur vos top 3 chacun de 2018, vous aviez vraiment des opinions qui étaient différentes. Et pourtant, on était capable de reconnaître vos styles, vos goûts personnels à vous. D'ailleurs, souvent, justement, on parle de tes vidéos qui sont très diversifiées, tu sais, que d'un côté, bon, on a un côté des fois plus théâtral. Je pense d'ailleurs à The Mind, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, l'approche que vous avez eue. Et d'autres sont plus informatifs, comme par exemple le top de 2018. Ouais. C'est quoi le processus de création de vos vidéos? Pourquoi vous faites tout et n'importe quoi? Qu'est-ce que c'est que cette... Ben oui, tu sais, pourquoi pas? C'est quoi cette direction artistique là? Ça va pas du tout. Le cœur de notre métier, c'est certes de faire des vidéos, de dire tous les meilleurs jeux sortis depuis 2 mois, le top des jeux d'ambiance, tout ça. Après, que soit Baptiste ou moi, je pense qu'on a un côté théâtreux, on a un côté comédien. Baptiste, alors moi j'ai peut-être plus ce côté comédien encore. Baptiste a plus le côté réalisateur. C'est quelqu'un qui aime créer des choses. Donc c'est quelqu'un qui a envie de faire des choses un peu étonnantes. Ce qu'on a fait sur The Mind ou ce qu'on a pu faire sur Kitchen Rush. C'est des choses qui ont cette envie-là. Donc en fait, on marie les deux envies. Il y a les choses qu'on fait parce qu'on nous attend dessus. C'est-à-dire que nous, on nous attend sur les meilleurs jeux, c'est ça, sur du conseil de jeu, qui est notre boulot. On a une boutique, donc la chaîne, elle est là pour ça. Elle est là pour véhiculer une boutique. Après, si on peut de temps à autre faire autre chose, faire des formats un peu étranges, pourquoi pas? En fait, c'est tout l'intérêt qu'on touche maintenant 10 000, 20 000 abonnés, un truc comme ça, c'est que tu peux proposer du contenu un petit peu barré, un petit peu original, qui a peut-être ses chances de marcher, vu qu'il y a déjà une audience de base, quoi. Donc, on se fait plaisir. Là-dessus, très clairement, chaque fois qu'il y a un jeu, on sent qu'il y a une connerie à faire, on y va, et c'est les trucs qu'on fait plus en mode loisir, et c'est moins notre boulot, même si c'est pas exactement comme ça qu'on voit le truc, mais c'est voilà, pour se faire plaisir. Mais il n'y a pas de... on se lève le matin, on se dit « Ah, ça serait cool de faire ça sur The Mind. » Ok, c'est parti, on y va, on le fait. Ok, donc c'est vraiment juste par principe quasiment hédoniste à la limite là, de faire « Ah, j'ai une idée, ce serait cool de faire ça, parfait, on l'a fait. Ouais, » Puis vous voulez pas vous mettre dans un carcan, là, si je peux me permettre. Là, Ah ouais, non, pas du tout. En fait, on fait du jeu. Donc partant de là, il faut qu'on se fasse plaisir à faire des choses. On fait pas des vidéos d'informatifs sur comment marche le business de la bourse, quoi. Donc on peut faire des conneries. On a un public qui a envie de voir des gens se marrer. Donc on va se marrer aussi. On fait ça. Ah ben génial. D'ailleurs, parlant de public, écoute, on est rendu à la dernière partie de cette entrevue et par la suite, on ira à notre discussion de cet épisode. Donc, j'ai demandé aux gens qui nous suivent sur l'école du jeu. D'ailleurs, si ça vous intéresse de suivre le passe-temps, je ferai un lien dans la description, encore une fois, de la vidéo vers la chaîne de Simon parce que pour moi, c'est important que l'on puisse faire comprendre aux gens que la compétition dans les chaînes YouTube, moi j'ai l'impression qu'on est dans le jeu. Bref, je ne m'attendrai pas là-dessus. Je vais y aller tout de suite, on va discuter de ça tantôt. Ouais. Donc, je vais y aller avec les questions des abonnés. As-tu déjà pensé à créer un jeu?
Mais en fait, j'ai créé. On est en train avec Lola, non pas de créer un jeu, mais de créer des scénarios pour un jeu. Un peu comme on pourrait faire des scénarios de Unlock. C'est pas Unlock, c'est un jeu qui actuellement a un nom de code, un nom de travail qui s'appelle Crime Scene. Le Ok. pitch est tout simple. C'est un jeu dans lequel on est des détectives. On ouvre une enveloppe et dedans il y a des photos d'une scène de crime. Et donc c'est coopératif, on va avoir 20 minutes pour regarder ces photos de scène de crime et uniquement en regardant ça, il va falloir qu'on soit capable de trouver qui est le tueur, comment, tout ça. On avait joué au proto, qui est un proto de Pierre et David, enfin des amis, qui va être édité par Blue Cocker. On espère Hmm. aller courant 2020. Et donc on est en train de bosser sur des scénarios de ce jeu-là avec Lola. Actuellement, on en a deux qui sont. On en a un qui est terminé, un qui est en cours de finalisation et un à venir. Mais ça, c'est plus des scénarios. Créer un jeu, c'est tellement un boulot à temps plein que vraiment, même si parfois j'ai des idées, en fait, je suis tellement noyé par jouer à des nouveautés, Hmm. que jouer à un jeu que je créerais me demanderait trop de boulot et trop d'efforts de rejouer au même jeu. J'en serais pas capable. Et après, c'est Fred Henry qui disait ça, qui lui disait qu'il ne jouait jamais à rien parce que ça l'évitait d'avoir des idées ou de créer des jeux qui soient des mélanges d'autres choses. Je pense que si je crée un jeu, je joue tellement à des trucs que je sais pas si j'arriverai à me départir de la connaissance de tous les mécanismes, tout ça que je prends dans la figure. Au-delà de ça, il y a tellement de jeux qui sortent. Il faudrait vraiment que je me réveille avec une idée de génie pour me dire que j'ai envie de faire un jeu. Je J'ai pas envie de participer à la surabondance de production dans le monde du jeu. Donc je n'ai ni le temps ni l'envie, à vrai dire, aujourd'hui de créer un jeu. Mais si un jour je me lève et je me dis ah, c'est ça qu'il faut, c'est ça qui manque dans le monde du jeu, peut-être que je le ferai. Mais Parfait. j'attends l'idée qui tombe du ciel. Euh, En tant que boutique, est-ce que vous financez des projets Kickstarter ou vous évitez ce genre de terrain-là? Le sujet Kickstarter et boutique, tu pourrais faire une émission de 2h30 rien que là-dessus, tellement c'est abyssal. Euh, on le fait pas, on fait pas tellement de Kickstarter. Alors aujourd'hui, les stretch goals, parce que les stretch goals pour des boutiques, bon, il y en a déjà pas tellement. En fait, la question se pose finalement assez peu. Quand bien même, moi je bosse avec des gens qui sont des éditeurs et des distributeurs. En fait, si tu veux, moi je suis le maillon d'une chaîne où il y a un auteur, un éditeur, un distributeur et un magasin. Aujourd'hui, si je passe par Kickstarter, en fait, je vais plus faire travailler les éditeurs avec qui je travaille, les distributeurs avec qui je travaille. Et en fait, c'est un peu, je, je fais plus travailler mes partenaires en fait. Et ce milieu de distribution classique, j'en sors. Du coup, je sais pas si c'est, je sais pas ce que j'ai à gagner là-dedans en fait. Parce que Ok. je finance un jeu, je sais pas comment il va être, je sais pas quel est le produit fini, j'ai pas vu les règles. Alors que c'est l'avantage qu'aujourd'hui j'ai avec ce mode de distribution qu'on a aujourd'hui, c'est que j'ai la chance de pouvoir voir les jeux avant, les distributeurs me les montrent, ça me permet de mieux faire mes choix. En tant que magasin, je pense pas avoir grand chose à gagner à faire du Kickstarter. Donc aujourd'hui, je n'en fais pas. Et je pense que le milieu de Kickstarter, en fait, s'est bien rendu compte que les boutiques, on n'allait pas pouvoir les intégrer, c'est difficile de les intégrer là-dedans. Donc chacun fait sa vie de son côté et a priori, tout le monde est heureux comme ça. Mhm. D'accord. C'est quoi les jeux experts que tu vends le plus à la boutique et quels sont tes préférés à toi? Ah, alors alors je sais pas si on peut vraiment dire jeu expert. Ces derniers mois, c'est Wingspan, clairement. Ok. Le jeu qu'on vend le plus, je crois que ça doit être le top des ventes là en avril, le top des ventes du mois de mars, c'est Wingspan. Après les jeux experts, c'est pas ce qu'on vend le plus. C'est-à-dire que dans un magasin, tu vas beaucoup plus vendre des petits jeux, des codenames, des trucs comme ça que des jeux experts. Dans les jeux experts qu'on vend le plus, clairement, Terraforming Mars, Hmm. ça reste ça reste le jeu expert, je pense, qu'on vend le plus. Historiquement, ce qu'on a eu le plus vendu, Agricola, bien sûr. Ça, des trucs hyper marquants. Keylus, on a dû en vendre pas mal. Après, c'est toute la notion de où est-ce que tu places le jeu expert. Puerto Rico, historiquement, on a dû vendre beaucoup. Je sais pas si Clank, on peut appeler ça du jeu expert. J'aurais pas mis ça là-dedans. Je sais pas comment toi tu vois la chose. Je l'aurais Mhm. pas.
spécialement Ouais. mis dans les jeux experts. Ben, tu sais, expert, à mes yeux, c'est ça, c'est peut-être moins grand public. C'est le genre de. Moi, ce que je parle expert, c'est, mettons, si je présentais ça demain matin à ma mère, probablement qu'elle aurait de la difficulté à comprendre. Clang, je pense qu'il pourrait faire partie jusqu'à un certain point de jeu expert, là. On parle Ouais, pas. c'est à la frontière, c'est ce qu'on appelle le familial plus. Ouais, C'est c'est ça. toujours, voilà, tu sais pas trop, est-ce que c'est plus, c'est moins, c'est un peu des débats sans, qui manquent, un peu sans queue ni tête. Mais ouais, Mhm. Terraforming Mars, Agricola, et pareil, du zombicide aussi, quand même. On nous en demande et on en vend beaucoup du zombicide aussi. Ouais. Ok. Puis finalement, un auditeur qui voulait savoir ton jeu préféré de Bruno Catala. Mon jeu préféré de Bruno Catala, c'est Five Tribes. Je pense que c'est sans doute un de ses meilleurs jeux, si ce n'est son meilleur jeu. C'est très abstrait, expliqué comme ça, mais c'est riche en mouvements, en tactique, en possibilités. Les parties sont sans cesse renouvelées. Je trouve que ça apporte quelque chose, le système d'Awele. Je trouve que l'édition de Days of Wonder est assez incroyable. Je trouve que c'est sans doute son meilleur jeu, et vu qu'il fait beaucoup de jeux avec d'autres gens, évidemment après le jeu qu'il a fait avec Serge Lager, Les Chevaliers de la Table Ronde, qui je pense est dans mon top 3 des jeux auxquels j'ai le plus joué. Oh, J'ai dû wow. Ouais, j'ai beaucoup joué. J'ai encore joué il y a 10 jours en disant aux gens, j'ai tellement joué, je ne perds jamais. Et on a perdu, tu vois, comme quoi j'ai encore toujours un plaisir à y jouer, parce que je suis encore tombé de mon échelle sur lesquelles je me croyais perché. Si tu es toujours avec nous, nous sommes maintenant à la deuxième partie de cet épisode Parle, Jazz Jazz. Et notre sujet, c'est toujours un sujet en fait que je veux pas nécessairement choisir. Et j'ai donné le choix entre trois différents sujets à Simon. Et le sujet que Simon a décidé de prendre, existe-t-il une compétition entre les chaînes YouTube? Alors moi et Simon, on va... Le sujet bien putaclic, tu sais, le truc Ouais. genre, ok, la compétition, clash, buzz, là on est à fond dedans. Exactement, tu sais, c'est ça. Donc, moi puis Simon, on va en jaser. Et justement, écoute, je vais peut-être commencer avec une anecdote, si ça t'intéresserait. Ah, vas-y, écoute. Écoute, cette semaine, moi, je viens d'une petite ville de la région du Bas-Saint-Laurent, qui est environ, je sais pas si tu connais un peu la province de Québec, du Québec, mais bon. Mais très mal, mais vas-y, Ok, parfait. j'écoute, j'apprends. Ben écoute, c'est une petite ville d'environ une 30 000 habitants, peut-être gros max. Et je vois en fait l'ancien copain de ma tante qui lui possède une serrurerie, puis il commence à me parler de comment est-ce que ça s'est passé là-bas. Et il commence à me dire que la personne qui était là, le serrurier de cette ville en question, lui a fait énormément de tort parce que la personne est arrivée, puis elle s'est installée, elle a créé une serrurerie, et là, tout soudainement, il y a une nouvelle personne qui arrive, et là, c'est une nouvelle compétition. Et ça l'a vraiment pris énormément d'ampleur dans le genre de relation qu'il y avait. Alors qu'au final, les deux serrureries existent côte à côte. Il n'y en a pas vraiment de problème. Les deux ne s'empêchent pas nécessairement de vivre. Et finalement, bon, des fois, il va y avoir un service qui est offert à un autre et un autre service qui va être disponible à l'autre endroit. Et je pense que je vois un petit peu cette structure-là dans les chaînes YouTube. Simplement parce que, bon, toi, Simon, tu as des opinions différentes des miennes et j'ai des opinions différentes des tiennes, et c'est parfait comme ça. Moi, je pense que cette compétition-là est existante selon la perspective externe des gens qui sont dans le milieu. En fait, tu prends le point de vue d'une concurrence de deux boutiques. C'est-à-dire de deux gens qui vendent des choses, si tu veux. Mhm. Je pense que déjà, il y a deux choses. La première, c'est que quand tu es une chaîne YouTube, a priori, tu ne vends rien. C'est-à-dire que l'école du jeu, vous ne vendez rien. Vous n'avez pas d'argent à gagner ou à perdre qu'il y a un autre qui est à côté. La lutte, elle se fait sur... en fait, si tu as une chaîne YouTube, tu deviens un influenceur. Et en fait, c'est plus une lutte d'influence en fait qui va se passer. C'est-à-dire que
je sais pas comment vous fonctionnez, mais je vois ça dans les gens que j'observe, qui fassent du YouTube ou du journalisme ou ce que tu veux. Quand tu es un influenceur, tu as besoin d'être celui qui est le plus écouté. Parce que si tu es celui qui est le plus écouté, le plus suivi, le plus vu, c'est toi que les éditeurs vont venir chercher pour proposer leur jeu. C'est à toi qu'on va proposer les informations en premier, quoi, à qui on va proposer des boîtes de jeux, à qui on va proposer des partenariats, des sponsoring ou ce que tu veux. Donc en fait, la concurrence, elle est faite. C'est vraiment plus une lutte d'influence qu'autre chose, quoi. Après, il y a une autre chose, c'est que nous, sur la chaîne du Passe-Temps, on est un magasin. C'est-à-dire que nous, là pour le coup, j'ai des concurrents. C'est-à-dire que des gens qui font du YouTube comme Philibert ou comme Trick Track, on est dans une lutte d'influence pour dire venez acheter les jeux plus chez moi ou plus chez moi, parce qu'on est plus sympa, parce que les vidéos sont plus comme ci, plus comme ça. Donc c'est encore un autre type. Je me sens pas du tout en concurrence avec vous, avec Martin Wittberg, avec Tatiana, avec Vidéorègle ou quoi. Par contre, forcément, de par mon activité de je vends des jeux, bah, je vais me sentir plus en concurrence, même si le sentiment n'a pas lieu d'être, hein, mais c'est factuel, avec d'autres gens qui font mon activité de vendeur de jeux, du coup. Ouais, c'est ça. Puis, en fait, moi, je vois ça vraiment, c'est comme une course un peu à l'information. C'est-à-dire que souvent, on veut être la première chaîne à avoir couvert, par exemple, Wingspan, qui d'ailleurs était probablement un des jeux qui a fait le plus de buzz depuis le dernier mois. Puis justement, la personne qui allait mettre sa vidéo en premier allait recevoir plus de visionnement que les autres. Mais au final, moi, c'est ça que je suis quand même perplexe. C'est que j'ai l'impression qu'on pourrait avoir plusieurs vidéos sur Wingspan, mais que malgré tout, qu'on soit le premier ou qu'on soit le dernier à la publier, ça dépend vraiment de notre public, et si le public nous suit ou si on est juste un abonnant parmi tant d'autres. C'est tellement facile maintenant de simplement cliquer sur « s'abonner », puis qu'au final, bon, on se perd dans les brumes, puis que la vidéo ou le contenu que l'on produit ne soit pas vu par la plupart de nos abonnés. Alors que si on développe une espèce de sentiment d'appartenance par rapport à la chaîne, là, il y a quelque chose de différent qui se fait. Ce qui doit être plus facile pour vous, d'ailleurs, à cause que, justement, tu sais, toi, Simon, on peut te voir, on peut venir te jaser. Carrément. En fait, moi, les vidéos, à la base, je suis ravi. Je suis ravi que les gens les écoutent à travers le monde et tout. On regarde les stats et il y a écrit vous êtes écoutés à 65% en France. On se dit, mais en fait, c'est incroyable. Il y a 35% de gens à travers le monde qui nous écoutent. Mais moi, à la base, je fais ça parce qu'en fait, je le fais pour mes clients, pour les gens que je croise tous les jours. Et c'est vrai que j'ai un grand plaisir à voir des gens qui me font des retours sur Wingspan, sur les vidéos que je fais au magasin. Et en fait, les vidéos, elles s'adressent à eux. En fait, à la base, elles s'adressent à ces gens-là, même si ça a couvert un public plus large. Donc c'est vrai que je me sens pas plus en concurrence que ça avec d'autres, parce que l'intérêt de nos vidéos, si je les fais pour ces gens-là, c'est qu'après on en parle et qu'ils me voient, ce qui va pas être le cas avec d'autres. La course à publier la première vidéo, tout ça, en fait, dans nos vidéos, ce qui sont celles des meilleurs jeux ou des tops des jeux d'ambiance, on fait exprès en fait de pas expliquer les règles parce que des gens le font très bien en fait. Parce que moi j'explique tout le temps qu'on va pas expliquer les règles du jeu parce que Yann Drève le fait très bien. On va pas déballer des boîtes de jeux parce que d'autres le font très bien. On va pas présenter tous les jeux qui sortent parce qu'on va juste parler de ceux qui nous plaisent et que d'autres le font très bien de présenter tous les jeux qui sortent. On a conscience que j'ai conscience que le boulot que je fais, il a besoin de cette complémentarité de boulot, de choses que font les autres du coup. Je pourrais pas faire le job que je faisais sur YouTube si on était les seuls à le faire. Du coup, il y aurait une attente qui aujourd'hui on ne nous le demande pas. Donc cette complémentarité, moi, elle me va très bien, quoi. Ouais, exactement. Puis surtout,
sais, mettons, moi, je suis une personne qui va couvrir davantage des jeux qui passent carrément du radar et qui vont offrir de quoi de vraiment très, très, très excentrique, là. À la limite, souvent, ils passent en dessous du radar parce que, justement, le jeu sort trop des sentiers battus puis est grandement déstabilisé. Alors que, tu sais, au final, vous avez un style peut-être plus, tu sais, grand public. Je vous verrais mal, disons, faire la couverture, même si c'est pas très possible de faire un jeu comme, par exemple, un énorme jeu de Lacerda, du genre Vinos Non, ou encore de non, mais Galris, tu sais. attends, on pourrait. Moi, on a fait Oui, des c'est ça. chroniques, on a fait des chroniques d'Anachronie, de trucs vraiment fat. Après, moi, le jeu de la Cerda, ça me tombe des mains. C'est-à-dire, j'en ai joué, j'ai essayé d'en jouer à plusieurs. Ça ne me va pas, quoi. Mhm. Ça me convient pas. Je trouve ça infâme. Je peux jouer à Mage Knight ou à Through the Age pendant toute une nuit, à Twilight Imperium ou d'autres trucs, mais ça, c'est un style de jeu. Pour les coups, le jeu de la Cerda, ça me va pas. Je suis ravi, tu vois que quelqu'un qui n'existe plus en tant que chaîne YouTube en tout cas, que Ludema, Ok. un ami qui s'appelait Jérémy. Moi j'étais ravi qu'il fasse ces vidéos-là et qu'il explique pourquoi il aimait les jeux de la Cerda. Je regardais ça parce que je me disais mais comment on peut aimer Trickerion, ça je comprends pas quoi. Je regardais ça avec beaucoup d'étonnement quoi. C'est quelque chose que j'appréhendais pas. Oui, c'est ça. Mais en même temps, tu vois, tu sais, ça aussi, c'est important de comprendre qu'il y a tellement de jeux qui sortent, il y a tellement de nouveautés. Si on recule, justement, il y a environ, quand tu as commencé, quand moi j'ai commencé, il y a environ 7-8 ans à jouer, on s'entend, il n'y avait pas autant de nouveautés qu'aujourd'hui. Puis j'ai l'impression que il n'y a personne, du moins dans le monde francophone, qui peut faire ce que, par exemple, Dice Tower fait, où Dice Tower sort environ 5-6 vidéos par jour et couvre pratiquement, carrément tous les jeux qui sortent, là. Bah, il faut voir qu'en fait, Dice Tower, c'est leur boulot. C'est-à-dire que Oui, c'est ça. c'est leur boulot. C'est-à-dire que moi, 35 heures par semaine, voire plus, je suis dans mon magasin. C'est-à-dire que je mets des jeux dans les rayons, je reçois des commandes, je parle à des gens. Et après, quand j'ai du temps, je fais du YouTube. Dice Tower, il a fait du financement participatif. Il a demandé aux gens, aidez-moi à tenir. Il fait de la pub sur ses vidéos. Enfin, il met des pages de pub à des moments, je crois. Je sais plus exactement comment il se finance. Je veux pas dire de bêtises. Mais c'est son taf à plein temps. Et donc, il peut arriver à ça. Et lui, du coup, il a besoin comme on parlait de concurrence, tu vois. Lui, je pense qu'il a besoin d'être vu. Je pense qu'il a besoin de tout ça. Parce que son boulot repose sur son influence. C'est-à-dire que si demain ses vidéos ne font plus de vues, parce que quelqu'un d'autre fait quelque chose de mieux que lui, il n'aura pas les jeux, il n'aura pas accès à l'info, il n'aura pas le financement nécessaire pour continuer à tourner. Donc lui, la concurrence, elle est peut-être plus dure parce qu'il y a une notion économique de survie pour lui derrière. Mais aujourd'hui, personne ne peut plus, même Dice Tower, je pense qu'ils n'arrivent pas à tout couvrir. Non, définitivement pas, là. Il y a trop de choses. Je pensais que Trick Track allait se lancer là-dedans en faisant ça, mais c'est vrai que Dice Tower a quand même une liberté elle est même un peu plus libre que ce que peut avoir Trick Track, parce que comme nous, parce qu'on a une boutique aussi derrière, donc c'est moins, il y a peut-être moins de facilité aussi à ça derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Puis, c'est drôle que tu parles justement de but qui est différent de Dice Tower, mais au final, j'ai l'impression que on a juste nous en tant que tel, les trois gars de l'école du jeu, on a un but qui est vraiment distinct, par exemple, du vôtre ou même celui de Trick Track. Tu sais, nous autres, notre but est pas nécessairement en lien avec la promotion d'une boutique en question. Notre partenariat présentement avec, on a une boutique québécoise ici. Et ce partenariat-là, c'est vraiment à des fins pour qu'on puisse être capable de se faire encourager, oui, puis de se faire dire, bon, OK, on a une petite tape sur l'épaule que, bon, notre travail vaut de quoi. Alors que le but, justement, tu sais, il y a aussi ça aussi au final dans une chaîne YouTube, c'est de savoir c'est quoi ton but et c'est quoi que tu veux servir comme but. Puis est-ce que les gens vont venir vers toi? Est-ce que les gens vont être d'accord avec ce but-là? Parce que je connais énormément de personnes qui ne veulent pas écouter, par exemple, Dice Tower parce qu'ils n'apprécient pas nécessairement l'approche ou ils n'apprécient pas nécessairement ce but qui est vraiment juste de faire des vidéos à temps plein et de couvrir le plus de trucs possible au détriment de la qualité nécessairement des vidéos, là.
Oh, je suis pas sûr que. Je suis pas sûr pour le cas de Dice Tower, le fait qu'il fasse beaucoup nuit à la qualité, je sais pas. Je sais pas Ah non, mais exactement. moi je te dis, c'est des Ça- gens qui m'ont déjà dit ça. Ouais, Là. ouais. Non, après, nous, notre but, c'est de faire la sélection à la place des gens. C'est-à-dire Mhm. qu'aujourd'hui, tu vois, sur le marché du jeu français, c'est du délire. Là, là, il y a eu Cannes, il y a Ouais. 3 semaines, un mois. Le nombre de jeux qui sont sortis en suivant Cannes, il y avait 15 jeux par semaine qui sortaient, quoi. T'as 15 nouvelles références, et encore, et encore, et encore, et encore. Donc, nous, notre but, c'est de faire une sélection dans tout ça. Tu viens en magasin, les gens les a tous. Par contre, on va essayer de jouer à tout et de te dire, tiens, ça nous semble plus pertinent que ça. C'est d'avoir un point de vue. Euh, je, je- je pense que c'est le métier premier de. Quand on s'est lancé dans faire du YouTube, c'est la réflexion que je me suis fait, c'est que le premier des influenceurs, ça reste le vendeur en fait. Historiquement, c'était les libraires qui allaient dire je te conseille ce livre, je te conseille ce livre. Moi j'ai le même métier qu'un libraire, mais pour un jeu, je suis un influenceur. Mon but, c'est de faire des sélections de jeux. Et c'est vrai que du coup, il y a des gens qui vont pas s'y retrouver. Parce qu'en fait, ils avaient juste envie d'entendre parler de ce jeu ou de ce jeu, ou qui vont se dire pourquoi ils ont choisi celui-là, ou celui-là, en fait, tel jeu, ils l'ont sélectionné, mais c'est pourri. Donc il y a des gens qui vont pas se reconnaître là-dedans. Et donc c'est cool, c'est heureusement qu'on est nombreux sur YouTube. Moi, il y a des gens sur YouTube avec qui j'arrive pas à m'identifier, ou avec qui je suis pas d'accord dans leur façon de gérer leur chaîne. Mais je suis content du coup qu'il y ait plein de monde. Ça me permet de choisir dans tout ça, quoi. Je suis persuadé qu'il y a des gens à qui la chaîne du passe-temps, ça ne convient pas. Mais tant pis, tant mieux, c'est la vie. Je vais pas. Je préfère, je préfère susciter des réactions un peu négatives parce qu'on a un parti pris, parce qu'on a une façon de parler et de voir les choses, que susciter l'inintérêt. Je préfère être trop tranché qu'insipide. Ouais, c'est ça. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en à la limite. Là. Je Un vais, peu. je vais pas. Non, parlez-en mal non plus. Je vais pas faire exprès de faire des mauvaises vidéos pour Non, qu'on non, non, parle de c'est moi. sûr. Mais s'il y a un avis tranché, s'il y a quelque chose qui ressort, quitte à ce que ça puisse ne pas convenir, bon, bah, si c'est qu'une question de personnalité, de style, c'est très bien, c'est la vie, quoi. Mhm. Moi, tu me feras Puis, pas écouter moi, tu me feras pas écouter du reggae. Eh ben, c'est très bien s'il y en a qui écoutent du reggae, mais grand bien vous fasse. Mais ne m'en faites pas écouter. ouais, c'est ça, exactement. Puis d'ailleurs, il y a un autre truc qui commence à devenir de plus en plus important. Ben, petite anecdote encore une fois, moi quand j'ai commencé à jouer à des jeux, j'écoutais énormément sur YouTube les vidéos en anglais et il y avait différents amis autour de moi qui me parlaient de différentes chaînes québécoises, françaises, etc., etc. Puis je voyais pas nécessairement l'intérêt, mais là maintenant, plus que le jeu évolue, plus je réalise à quel point que il y a un intérêt puis il y a une demande pour des vidéos en français. Le nombre de fois que je me fais dire est-ce que le jeu sera disponible en français. Puis le nombre de fois que moi je me dis c'est sûr et certain que ce jeu-là sera pas disponible en français, puis finalement t'as une boutique, t'as pas une boutique pardon, mais un éditeur qui choisit volontairement de prendre le contrat pour le traduire. Moi ça fait en sorte aussi que plus il y a des gens, plus il y a des jeux, plus la diversité au niveau des langues est grande. Puis j'ai l'impression qu'avec ça, les influenceurs ont vraiment plus de latitude, non seulement dans leur contenu, mais aussi dans la langue qu'ils le présentent. Le marché français, de toute façon, explose, quoi. C'est-à-dire que des boîtes comme Asmodée, c'est 10-20% de croissance par an. Le nombre de magasins de jeux sur le territoire français, nombre de jeux sortis en francophone, le nombre d'éditeurs, tout a tendance à monter. Le nombre de jeux ASN présentés bat des records chaque année. Du coup, sur YouTube, ça va être le cas aussi. Tu vas avoir de Mhm. plus en plus de chaînes, de plus en plus de gens. Mais ce qui est marrant, c'est que chacun va trouver son public là-dedans et va attirer encore de nouveaux gens dans les jeux. Moi, quand je me suis mis au jeu, je regardais les avis de Bruno Faiduti. Il avait son blog qui s'appelait La Ludothèque Idéale et sur lequel je passais mes nuits à regarder des articles, des trucs. Et c'est grâce à ça que j'ai découvert un de mes jeux préférés qui est Keylus. C'est parce que Bruno Faiduti en disait du bien. Aujourd'hui, dans mon magasin, je le vois. Les gens qui rentrent au magasin, ils ont regardé et ils sont allés chercher l'information sur des choses qui n'étaient pas encore présentes il y a 2 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ados qui se mettent à jouer dans le monde du jeu parce qu'ils regardent des vidéos du stream. Je sais pas si t'as déjà vu ces vidéos-là. Mhm. C'est Oui, oui.
Ouais, c'est le stream, c'est Webedia qui a ça, qui est la boîte qui a Squeezie, qui a Cyprien, ils ont eux aussi dans leur équipe. Et ben ça fait rentrer énormément d'ados dans le monde du jeu. Des gens qui viennent jouer à Time Bomb, à Galerapagos, à Cerber, à tous ces petits jeux d'enfoirés auxquels ils jouent sur leur chaîne YouTube. Ça attire du monde. Nos vidéos ont fait rentrer des gens dans le monde du jeu. Moi, je m'y attendais pas. Je pensais que ça allait s'adresser qu'à mes clients, qu'à des gens qui me connaissaient. Et non, on a des dizaines de retours de gens qui nous ont dit ça nous a fait rentrer dans le monde du jeu. Ça nous a fait dire il faut commencer par ça. La vidéo qu'a fait Trick Track il y a pas longtemps sur les 10 jeux pour bien mieux commencer une ludothèque, évidemment, c'est un carton absolu parce que c'est les vidéos que les gens veulent. Tu te rends compte que c'est l'information de par quel jeu il faut que je commence. Et c'est là où tu te rends compte qu'il reste encore beaucoup et beaucoup de monde qui peut venir dans le monde du jeu. C'est en voyant ça, c'est en repérant, c'est en se rendant compte de ça, quoi. Ouais, c'est ça. Puis tu touches un point intéressant où est-ce que c'est le public que l'on vise. Je sais, je pourrais parler par exemple, je vais parler, je sais pas moi, de Etugame par exemple, qui eux ont un public assez large. Merci. Là, ils se diversifient énormément, mais c'est beaucoup ou encore même le passe-temps, le public que vous touchez est probablement très différent du public que, par exemple, Professeur Board Game va toucher. Tu sais, Professeur Board Game, qui est un ami à moi, David. Ah, je vois très bien. Oui, c'est ça. Puis c'est parce que l'affaire, c'est que David, premièrement, c'est un professeur et quand il explique ses jeux, puis qu'on écoute une de ses vidéos, oui, la vidéo dure 45 minutes peut-être, mais on a tout de fond en comble, des règles. Et là, après ça, plus besoin de l'expliquer. Tu t'assois devant cette vidéo-là, merci, bonsoir, tu as toutes les règles et tu es prêt à commencer à jouer. Mais le but, puis le public que David vise est carrément différent que toi, par exemple, qui va donner ton opinion sur Welcome to ou sur Domain. Ah, mais complètement. En fait, moi, je fais les vidéos que je voudrais regarder. C'est-à-dire que si je me mettais devant une vidéo, ben, je me dis, tiens, je fais des vidéos pour le client type, je me dis, tiens, c'est moi. Je fais une vidéo pour moi. C'est un format assez court, assez rapide, assez dynamique, dans lequel on présente un jeu en 3 minutes, ça me va très bien. Je connais, c'est un client, c'est une connaissance, le Chaps, quelqu'un qui fait des vidéos d'explication de jeux aussi sur YouTube. Il a des vidéos, site expliqué en 1h20. Mais jamais je regarderai site expliqué en 1h20. C'est pas possible. Et il y a des tas de gens qui viennent voir au magasin qui disent je vais vous acheter Site parce que j'ai vu la vidéo de quelqu'un qui l'expliquait en 1h20, ça avait l'air super. Je me suis dit, ah bon, ok, très bien. Et ça me correspond pas, mais je suis ravi que ça corresponde à d'autres. J'ai un ami aussi qui a lancé une chaîne qui s'appelle Ludiculture, qui fait un peu ce que fait. C'est un peu dans l'esprit de ce que peut faire Professeur Board Game. Okay. À parler de l'élégance dans les jeux, de choses comme ça. Et c'est vachement bien. Je trouve ça chouette que ça apparaisse aussi comme type de format. Je suis ravi de ça. Oui, puis en fait, c'est là que tu te rends compte que cette compétition-là peut peut-être exister parce que justement, on a encore... au Québec, ici, on appelle ça une mentalité de petit village. Dans le sens c'est pareil, ça existe aussi. Oui, c'est ça. Donc, au final, les gens pensent que, on va devoir s'arracher le public. Mais premièrement, c'est important de savoir que on ne vend pas. Tu sais, oui, le passe-temps vend des jeux et le but, c'est de vendre la boutique. Mais en soi, en tant que tel, une fois qu'on est rendu sur YouTube, on ne vend pas de l'information. En fait, on en offre, on en donne. Et ça aussi, c'est quelque chose que souvent les auditeurs, moi, c'est drôle parce que, je sais pas pour toi, mais souvent, moi, j'ai eu des commentaires du genre c'est plate, tu t'assois devant la caméra, on aimerait ça que tu aies des images par rapport à ça. Mais le temps que ça me prendrait de faire des images, puis de faire le petit montage bien fancy, puis que ça paraît super bien. Malheureusement, je suis pas payé pour faire ça, puis souvent, déjà là, à la base, moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste, puis ça peut me prendre des fois des 5, 6, 7, 8 heures faire des vidéos, là. C'est un truc auquel il faut... qui est une des problématiques en étant sur YouTube. C'est-à-dire que tu es dans un monde très ouvert où chacun, en fait, c'est un peu la jungle, si tu veux. C'est-à-dire que aujourd'hui, t'as l'impression que tu vas mettre tout le monde à la même échelle. Que l'Udema, c'est une chaîne YouTube comme pourrait l'être le Passe-Temps, comme pourrait l'être l'école du jeu, comme pourrait l'être Dice Tower, comme pourrait l'être un autre.
Mais en fait, pas du tout. On se bat pas du tout avec les mêmes moyens. C'est-à-dire Non. que moi, mon pote Jérémy, qui s'appelait Ludema, euh, c'était trop. C'était quelqu'un qui passait des heures et des heures et des heures, ça ne lui rapportait rien. Et à un moment, ça s'est mis à lui rapporter que des ennuis, que des gens qui lui faisaient des retours négatifs Hmm. sur son boulot, sur ceci, sur cela, et qui le comparaient, qui comparaient ses vidéos, dire ben, pourquoi je te filerais de l'argent pour faire ma vidéo, alors que tel autre va me la faire très bien. Il va me dire, mais attends, mais tel autre, il a une société de production vidéo, si tu veux. Et tu peux pas mettre sur un pied d'égalité quelqu'un qui fait ça comme ça pour le plaisir, pour le week-end chez toi, ou quelqu'un dont c'est comme Dice Tower, dont c'est le boulot à plein temps et qui a du matos qui vaut des dizaines de milliers d'euros. Tu peux pas. Et en fait, c'est l'impression que ça donne. YouTube te Mhm. donne l'impression que ces gens-là sont à un pied d'égalité, sont dans une même compétition ensemble. Ça, c'est assez destructeur en fait. Ça peut te créer une espèce de dépression. Et en fait, grossir sur une chaîne YouTube, c'est-à-dire avoir un truc de Mhm. plus en plus gros, avoir de plus en plus d'audience, c'est du coup avoir de plus en plus d'attentes. Alors, Ouais. est-ce que grossir, moi je suis ravi hein, d'avoir 10 000, 20 000 abonnés, c'est super. Mais je cherche pas ça. C'est-à-dire, je ne cherche pas à grossir. Ça ne peut rien. Enfin, je sais pas s'il y a plus à gagner ou à perdre. Parce que plus t'as de monde, plus t'as d'attentes. Sauf que Mhm. plus t'as d'attentes, en fait, plus tu vas te dire, ok, faut que je fasse mieux. Alors, Faut que je j'en fasse sorte mieux. tant par Ouais, semaine. Faut... ouais, ça va te miner. Tu vas te dire, ok, faut que j'arrive à faire ça. Tu vois, JP sur la vidéo où il parle des top 10 des chaînes YouTube, il dit, oh, le film de Mhm. passe-temps, ça serait cool qu'il fasse 100 vidéos par an. Oh, mon Dieu, 100 vidéos par an. Qu'est-ce qu'on arrive quand on a entendu ça? Parce que 100 vidéos par an, c'est 3 par jour. Sachant que tu sais très bien que si tu as une minute de vidéo, ça te demande des heures de montage, etc. etc. Et qu'en Mhm. fait, il faut pas que faut pas que ça te mine, il faut faire ça par plaisir. Et donc, il y a un rapport entre le temps que tu vas y passer et enfin, l'envie que tu as à en faire et le temps que tu vas y passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es accablé de boulot, que tu te dis, ok, je veux faire toujours mieux, je veux faire mieux que lui, je veux faire mieux que Dice Tower, je veux faire Mhm. mieux que Yann Drev, je veux faire mieux que Trick Track, moi, je peux pas. Je peux pas. Je vais juste faire ce que je sais faire. Me mettre devant une caméra, parler, exprimer des sensations d'un jeu, mais je pourrais pas faire des cuts de partout. Et forcément, très vite, tu vas te rendre compte qu'il y a un décalage entre le boulot vidéo qu'on va pouvoir faire nous, qui sont des gens qui bidouillent un peu ça chez eux, et des gens comme le stream, quoi, dont c'est le boulot et Ouais, qui ont, exactement. dont c'est le boulot entier, qui ont des sociétés entières dédiées à ça derrière, quoi. C'est-à-dire que, bah oui, le stream, ils ont Webedia derrière. C'est-à-dire qu'ils ont des caméras déportées, des gens qui font le montage à leur place, ils filment en live, ils ont tout ça. Un truc que nous, on n'a pas. Donc Ouais. la concurrence, elle est sur YouTube, elle est déloyale et elle est féroce, quoi. On le ressent moins sur le monde du jeu, mais je pense que demande à des vidéos, des gens qui font du YouTube de beauté ou de ce que tu veux. Je pense que là, c'est la jungle, quoi. Et si tu veux être meilleur, il faut y aller, il faut chercher du clash, il faut chercher ce truc-là si tu veux exister. Et très vite, ça peut te bouffer la vie, quoi. Donc il faut Mhm. grossir, c'est gentil. Mais avant tout, il faut aussi prendre des moments de recul et de se dire, eh, je vais faire un peu moins de vidéos. Je vais pas en faire 100 par an, mais je vais garder suffisamment d'énergie pour les faire avec plaisir. Je pense Ouais, que ça, c'est assez exactement. important. Donc Au final, donc la concurrence au final, sur YouTube, il faut voir aussi qu'est-ce que ça... Même si elle peut exister, qu'elle existe, mais moi je préfère ne pas rentrer dans ce jeu-là. Ne pas vouloir toujours faire mieux, faire plus. Ça serait aussi une façon de se perdre. Et je veux pas en arriver là, quoi. ouais, c'est ça. Au final, faire quelque chose pour le plaisir de le faire et non pas parce que c'est un job. Dès qu'on tombe dans le devoir, ben c'est là peut-être que on a de la difficulté là. Puis parenthèse, juste petite parenthèse aussi, tu parlais, tu sais, bon que on regarde ça puis on veut grossir, on veut devenir de plus en plus important ou notoire sur la scène. Influent, ouais. Euh,
Ouais, exactement. Mais au final, bon, je peux passer des heures à regarder, à observer mon téléphone cellulaire, à voir, est-ce que j'ai des nouveaux abonnés, est-ce que la croissance de la chaîne, la croissance, le nombre de le visionnement, puis tout ça. Puis au début, je sais pas pour toi, mais moi, ça a été quelque chose d'un peu difficile. Puis plus que j'en fais, plus que je me rends compte que, écoute, je ferai ce que je ferai, les gens apprécieront ou non, les gens m'écouteront ou non, je vais le faire, puis tant mieux si ça fonctionne, tant mieux si les gens sont d'accord ou non avec ça. Moi, je me suis fixé ça en termes de but. En fait, je me suis dit à partir de quel moment je serais satisfait de mon boulot. Bah, voilà, j'y suis là. Je suis satisfait de ce qu'on fait, cette forme de vidéo, ça me va bien. Tu vois, c'était un peu mon objectif de 2018, de me dire, allez, que la chaîne elle fonctionne, qu'elle marche, tout ça, etc. C'est le cas. Elle marche très bien. Je vais pas. Il faudrait que je me dise, alors maintenant, qu'est-ce que je fais de plus? Sauf que j'ai pas les moyens de faire plus. Et très vite, il faut que dans mon cerveau, que je sois pas déçu de ça. Si je suis toujours en attente de qu'est-ce que je veux faire de plus, je vais pas pouvoir. Donc là, depuis 1 ou 2 mois, j'ai supprimé de mon téléphone les notifications de YouTube, ce genre de choses-là, sur lesquelles j'étais toujours avant de est-ce que ça va être bien, est-ce que cette vidéo elle va être bien reçue, mal reçue, tout ça. Parce que j'avais besoin de savoir si ce qu'on faisait, ça plaisait pas. À un moment, j'ai dû me dire, ok, c'est bon, je pense qu'on a trouvé un rythme de fonctionnement, je vais essayer de rester vigilant, mais ça va pas être une question au jour le jour. Je vais faire des choses, il y aura des retours, mais je suis satisfait du chemin parcouru. Peut-être qu'un jour je me levais avec une autre idée de me dire, ok, maintenant pour la chaîne j'aimerais en arriver là ou là. Pour l'instant, j'ai un rythme de croisière qui me va très bien et avec lequel je vis très bien. Donc je vais pas me rajouter de pression par rapport à ça. Et c'est ça, c'est te dire où est-ce que tu veux arriver. Est-ce que tu y es arrivé? Alors si tu y es pas arrivé à ce palier-là, ok. Mais moi je considère que je suis arrivé à un truc qui me va très bien et donc je veux pas me miner la vie, quoi. Ouais, tout à fait. Écoute, je pense qu'on pourrait en parler encore longtemps, mais on va conclure avec ces belles paroles de ta part. Merci beaucoup, Simon, tout d'abord, de t'être joint à nous. Puis j'espère renouveler l'expérience et surtout qu'on puisse se voir en vrai à un moment donné quand je vais traverser l'océan. Ah, tu vas traverser l'océan à la nage, évidemment, à la nage. Ouais, exactement, c'est ça. Tu sais, ou si toi un jour tu passes par notre province, tu nous feras signe, ça nous fera plaisir. Je vous ferai savoir, ouais, ça y a pas de doute. Génial. Puis, merci énormément, Simon, et je te souhaite vraiment le meilleur des succès. Ouais, merci. Vous aussi, c'est beaucoup de boulot. Je vous félicite de tout ça. C'est beaucoup de vidéos. Bravo, quoi. Faut pouvoir tenir tout ça. Moi, je suis toujours admiratif j'ai toujours une admiration pour les gens qui font des choses. Donc, respect pour ça. Ben, merci beaucoup. Alors, je te remercie énormément de nous avoir écoutés, toi, notre gentil public. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube, t'abonner à la chaîne YouTube de Simon du Passe-Temps, qui est le Passe-Temps. Il y aura un lien dans la description pour celle-ci. Tu pourras aussi t'abonner à nos Instagram, nous aimer, nous liker sur Facebook. Et sur ce, je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage.